Éric Zemmour, Jean-Marie Bigard, Didier Raoult, dans l'actualité de ce lundi, des coups de fil qui détonnent et qui étonnent. Ceux d'Emmanuel Macron à des personnalités dont il n'est a priori pas véritablement proche. Pour en parler ce matin avec nous, Camille Langlade, chef du service politique de BFM TV, Isabelle Vera-Masson, vous êtes directrice du laboratoire communication et politique au CNRS. Nous sommes aussi avec Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, et Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée du Tarn, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Merci à tous d'être là. Avant de vous entendre, j'aimerais vous faire écouter des déclarations, celles de l'humoriste Jean-Marie Bigard. T'es un mec heureux, Jean-Marie Bigard, alors? Mais bien sûr, je ramène ma gueule. Je chie sur le président et le président m'appelle pour me dire vous avez raison. Donc je trouve ça génial. Non, est-ce que c'est vrai qu'il t'a appelé? Vraiment, il t'a appelé? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Il t'a appelé, Je dis c'est un scoop, mais c'est vrai, il m'a appelé, il m'a dit oui, vous avez raison, nous allons faire un putain d'échéancier, m'a-t-il dit, comme j'avais demandé. Voilà pour les déclarations de Jean-Marie Bigard. Ces coups de fil, qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'ils sont vrais d'abord? Parce qu'il ne suffit pas de dire que le président nous a appelés pour que ce soit vrai. Non, mais ils ne sont pas démentis par l'Élysée, ils sont vrais, vérifiés, effectivement. Jean-Marie Bigard n'est pas le seul à recevoir des coups de téléphone du président. Très récemment, c'est avec Philippe de Villiers au sujet du Puy du Fou qu'il a échangé, mais ça, c'était des échanges plutôt réguliers. C'est un interlocuteur habituel. Oui, les relations entre Philippe de Villiers et Emmanuel Macron et celles entre Emmanuel Macron et Jean-Marie Bigard ne sont pas exactement les mêmes, exactement. Pour plein de raisons. Oui. Il y a Cyril Hanouna, rappelez-vous de cette incursion d'Emmanuel Macron, président, dans l'émission de l'animateur télé. Et puis, c'est vrai, Éric Zemmour également, qui a été appelé après son agression le 1er mai. Éric Zemmour, figure de la droite très très conservatrice. Eh bien, il a reçu un coup de téléphone d'Emmanuel Macron. Ces coups de fil sont vrais, puisqu'à aucun moment, ils n'ont été démentis par l'Élysée. Donc, ces coups de fil sont vrais. Pourquoi sont-ils passés, ces coups de fil? Ils sont passés pour des raisons politiques, bien évidemment. Il y a deux objectifs de la part d'Emmanuel Macron. D'abord, vous savez qu'Emmanuel Macron est vu, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, à l'Élysée, comme le président des riches. Or, ces différentes personnalités sont chacune dans leur style des pourfendeurs d'une part de la bien-pensance, mais aussi du système, de l'élitisme, même si, et puis ils sont tous assez populaires, chacun dans leur milieu, que ce soit Philippe de Villiers, Jean-Marie Bigard, Cyril Hanouna, Éric Zemmour. Ils vendent beaucoup de livres, je pense à Éric Zemmour. Ils ont une aura, un auditoire qu'Emmanuel Macron n'a pas. Il permet donc à Emmanuel Macron d'accéder à un public qu'il ne pourrait pas toucher s'il ne passait pas par ces personnalités-là. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est aussi de contenir l'ascension peut-être d'un rival, d'un concurrent potentiel populiste lors de la prochaine élection présidentielle. Et ça ne date pas du Covid-19. C'est une crainte qu'Emmanuel Macron a depuis toujours. Il sait que lui-même, il est arrivé au pouvoir par effraction. C'est un peu l'expression qui revient dans son entourage. Et donc, son entourage redoute l'émergence d'une personnalité que personne n'aurait vu venir et qui pourrait rivaliser avec Emmanuel Macron en 2022. Une candidature sérieuse ou pas de Cyril Hanouna a un temps été évoqué. Cela inquiète l'Élysée, c'est vrai ça? Oui, justement, cela inquiète depuis plusieurs mois. Parce qu'ils ont des modèles en tête à l'étranger, par exemple. L'Ukrainien Zelensky, c'était un humoriste. En quelques mois à peine, il a émergé sur la scène démocratique ukrainienne. Il a réussi à être élu. Et puis l'exemple le plus connu, c'est l'Italie. L'humoriste Beppe Grillo, qui a construit petit à petit un mouvement populiste 5 étoiles, qui est arrivé à la tête du pouvoir. Pas lui en personne, mais son pouvoir, son parti, les 5 étoiles, est maire de Rome, par exemple. Ils sont aussi dans la coalition gouvernementale. Et ça, Emmanuel Macron en a conscience. Ça va jusqu'à Donald Trump, qui, quelques mois avant d'être élu, n'avait jamais fait d'incursion en politique, ou à peine, en tout cas. Il n'était en tout cas pas jugé crédible pour être élu président des États-Unis. Emmanuel Macron a tous ces exemples en tête. Didier Raoult aussi, tiens, on n'en a pas parlé, mais pourquoi pas? Vous savez, dans la série Baron Noir, il y a ce personnage, Michel Mercier, je ne sais pas si vous vous en souvenez, un biologiste qui a énormément de vues sur YouTube et qui assène des vérités comme cela. Donc voilà, il y a tout cet éventail de possibilités surgit un peu de nulle part, qui font redouter à l'Élysée, mais encore une fois, pas depuis l'épidémie, depuis plusieurs mois, une émergence d'une rivalité pour 2022 ou peut-être plus tard. Marie-Christine Verdier-Jouclas, vous avez entendu Camille Langlade et toutes ces informations.
Il vous fait peur, vous, Jean-Marie Bigard, ou ils vous font peur, vous, Cyril Hanouna, Didier Raoult, Jean-Marie Bigard? Moi, je souris beaucoup à ce que vient de dire Camille. Et Camille, je vous apprécie beaucoup, donc c'est pas contre vous, mais l'interprétation que vous faites de quelques coups de téléphone qu'a passé le président de la République, je me dis comme quoi tout peut faire sujet. Sincèrement, quand on est président de la République, heureusement qu'on peut appeler n'importe quel citoyen, heureusement qu'on peut échanger avec n'importe quel citoyen. Qu'a fait le président de la République? Il a dit tout simplement qu'à un moment donné où le pays doit faire face à une reconstruction, suite à une crise sans précédent, à laquelle on a fait quand même face du mieux qu'on pouvait, mais aujourd'hui on est dans la reconstruction, quoi de plus naturel d'aller échanger avec des personnes, et encore plus quand des personnes ne sont pas justement dans la ligne politique du président de la République ou du groupe majoritaire. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ce qu'on nous reproche est vrai. On nous dit qu'on est entre nous, qu'on est fermé, qu'on n'a pas d'ouverture. Ça, c'est ce qu'on dit, parce que nous, on sait pertinemment que ce n'est pas le cas. Et donc, le président de la République fait preuve justement d'ouverture en allant interroger des gens qui ne sont pas du tout dans le même axe que nous, pour justement pouvoir voir comment on peut reconstruire en tenant compte de tout le monde. Parce que, il est le président de tous les citoyens. Il n'est pas le président que de ceux qui ont voté pour lui ou que de ceux qui aujourd'hui sont dans notre même axe politique. Mais après, que ces personnes le disent et se font mousser avec, très bien. Du coup, on en parle. Mais sincèrement, aujourd'hui, l'attitude du président de la République, c'est d'aller parler avec tout le monde, d'échanger avec tout le monde, de prendre le pouls de tout le monde, mais en aucun cas dans un souci d'une éventuelle candidature. Vous savez, franchement, on a 2 ans, il nous reste 2 ans. 2 ans où le boss nous a demandé de bosser, de travailler, parce que pendant ces 2 ans, on va faire reconstruire par rapport à ce qu'on a eu. Donc, la stratégie politique, personnellement, je n'y crois pas du tout. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Franchement, comme vous dites, il vous reste 2 ans. Est-ce qu'Emmanuel Macron, j'imagine qu'il est très occupé, n'a pas autre chose à faire que de rappeler Jean-Marie Bigard qui demande la réouverture des bars? Mais c'est prendre un avis comme un autre. Et dans la mesure où M. Bigard a fait des vidéos ou a fait des... Je n'ai même pas regardé, moi, mais a fait apparemment beaucoup de publicité en le demandant. Il a interpellé le président de la République. Pourquoi, quand nous, députés, je fais une lettre au président de la République, on l'a fait là par rapport aux viticulteurs. Pourquoi il nous répondrait à nous? Pourquoi il répondrait à des opposants politiques qui l'interpellent? Et pourquoi il ne répondrait pas à Monsieur Bigard, qui est une star qui l'interpelle aussi? Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il suffit de faire une vidéo qui soit vue par plusieurs millions de personnes pour que le président de la République nous réponde. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que moi, ça ne me choque pas du tout que le président de la République, qui est le président de tous les Français, s'il a envie d'appeler Monsieur Bigard pour voir qu'est-ce qu'il pense par rapport à la réouverture des bars et cafés, qu'il appelle Monsieur Bigard, c'est tout. Et point à la ligne, il n'y a rien d'autre derrière. Enfin, moi, ça ne me choque pas du tout. Nous, on échange régulièrement avec le président de la République, donc on a cette chance. Mais le fait qu'il concerte ailleurs, le fait qu'il aille parler avec des gens justement qui ne sont pas dans la même ligne politique que nous, je le répète, ça prouve bien qu'il a son ouverture. Il ne le ferait pas. On le taxerait justement de quelqu'un de fermé, qui s'en tient qu'à son groupe majoritaire, point barre. Je crois qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir un président de la République qui est capable de montrer qu'il a une sacrée ouverture d'esprit. Restez avec nous, Marie-Christine Verdier-Jouclas. Il a une sacrée ouverture d'esprit, Emmanuel Macron. Franchement, qui pourrait lui reprocher de ne pas téléphoner à Éric Zemmour, Jean-Marie Bigard ou d'autres pour décider ou prendre le pouls du pays? Alors moi j'observe toujours que Emmanuel Macron a un côté maso, c'est-à-dire qu'alors on peut aussi dire que c'est du courage, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne craint pas d'aller voir des gens qui l'ont énormément critiqué, qui ont dit du mal de lui, même éventuellement violemment, et d'aller à la bagarre. Donc c'est quelqu'un qui a comme théorie qu'il faut se confronter à l'ennemi, que ce soit le peuple, que ce soit une élite, c'est-à-dire des intellectuels, il y a eu droit aussi, ou bien quelqu'un qui représente la culture de masse. Donc ça, il va au contact. Et puis évidemment, et ça Camille Anglade l'a bien dit, il y a de la stratégie. Heureusement qu'il y a de la stratégie chez notre président de la République, c'est-à-dire effectivement capter la popularité. Il ne sera jamais un être du type populaire, un populiste ou quelqu'un qui sent le peuple. Capter la popularité, comme avait fait finalement Mitterrand avec Tapie.
On connaît très très bien. C'est aussi déminer le côté attaque frontale du peuple vers son élite, comme il le fait, on voit bien avec Raoult, dans lequel il y a la théorie du complot. Donc c'est sa manière, on démine ce risque-là. Et puis éventuellement, alors ça c'est la théorie de Clémenceau, enlever au contestataire populaire, celui qui incarne soi-disant le peuple, son côté justement hors système, en le faisant venir. Éric Raoult, en acceptant de recevoir le président de la République, d'une certaine Didier manière. Raoult. Oui, Éric, c'est quelqu'un d'autre. Pardon, Didier, c'est le politique. Éric Raoult, en acceptant de rencontrer le président de la République, d'une certaine manière, accepter le Didier. système. Oui, c'est toujours Didier. J'y arriverai pas. Je laisse tomber, monsieur Didier. Raoult. Ou bien lorsque Clémenceau faisait venir à lui en 1907 le responsable des viticulteurs, il le faisait venir à Paris et d'une certaine manière, en recevant ce viticulteur, le viticulteur étant reçu par Clémenceau, il perdait tout crédit. Donc il y a évidemment forcément de la stratégie et je crois que c'est assez habile. Encore une fois, le problème depuis le début de notre président de la République, c'est de tomber de son jupitérisme ou de son président des riches. Il a besoin du peuple et il y va pour cela. Mais évidemment, vous avez raison de le dire, il y a la crainte qu'en 2022, il se passe quelque chose d'autre. Bonjour Fabien Roussel, merci d'être avec nous. Alors, vous venez de l'entendre, appeler Jean-Marie Bigard ou Éric Zemmour, c'est une stratégie pour le président de la République et c'est plutôt habile. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est à l'image du personnage. Et j'aimerais dire que la République, ce n'est pas celle des copains et des coquins. Les copains comme le vicomte Philippe de Villiers, avec qui il a lié une amitié soudaine, et puis pour qui il veut à tout prix réouvrir le Puy du Fou. Les coquins, ce sont ses amis qui pratiquent l'évasion fiscale, Bernard Arnault, avec qui il dîne régulièrement. La République, c'est pas ça. Mais au final, la République, c'est pas un seul homme. Et c'est le problème de notre République aujourd'hui, incarnée par un homme, et donc qui crée ce décalage aussi important entre le peuple, les citoyens et le pouvoir, et qui fait que les Français aujourd'hui, d'ailleurs, se détournent de plus en plus de la politique, malheureusement. Puis vous voyez avec cette histoire, avec le Puy du Fou qui va ouvrir, et de l'autre côté, les parcs et jardins qui restent fermés, on se dit que vraiment c'est la République des copains, parce qu'il le fait pour Philippe de Villiers, mais il n'écoute pas la maire de Paris qui demande à réouvrir les parcs et jardins le plus vite. Le festival d'Avignon va rester fermé. Et puis pour les cafés... Pour vous, ces coups de fil abîment la politique ? Oh ben, bien sûr, ça habille, comme ça a été dit précédemment, c'est pour son image. Mais la politique, ça ne peut pas être une image. La politique, c'est répondre aux besoins du peuple, des Français aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de souffrance. Alors, il faut ouvrir les cafés et les restaurants au plus vite parce que ce sont des lieux de convivialité. Et de l'autre côté, il faut aussi répondre à l'inquiétude des salariés. Je m'en vais là rencontrer ceux de Renault et il ne faut pas fermer les usines Renault. Il y a 1000 emplois, plus de 1000 emplois concernés. Donc il y a des angoisses qui sont fortes aujourd'hui dans notre pays et c'est à cela que nous devrions être tous attachés. Mais là, je me rends compte qu'on a un président qui reste le président des riches, le président de quelques-uns à qui il veut répondre. Et ça, franchement, c'est la colère qui monte dans notre pays. Nous n'en voulons plus. Une petite précision quand même, Fabien Roussel, le Puy du Fou est en zone verte, les parcs et jardins à Paris en zone rouge, ce qui explique peut-être la différence de traitement. Un mot quand même, Marie-Christine. Vous avez vu la réalité, vous avez vu ce qui se passe quand même à Paris, parce que les parcs et jardins sont fermés, mais les jeunes... Les quais sont bondés, j'y étais hier, je peux vous le garantir. Mais oui, mais donc il y a un problème. Alors, on va laisser les jeunes qui vont s'installer sur les jardins des Invalides, mais on va les empêcher d'aller dans les parcs et jardins. Mais enfin, c'est pas sérieux, quoi. Enfin, je comprends l'inquiétude des maires dans les grandes villes qui demandent à ce qu'on puisse les rouvrir pour pouvoir répondre à cette attente et puis de créer les conditions de leur ouverture, de leur fermeture et de leur sécurité. Mais là, aujourd'hui, il y a une zone de non-droit. De la même manière, dans les cafés et restaurants, il appelle Bigard. Pourquoi il n'appelle pas l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie, qui est l'organisation syndicale qui s'occupe de ça, qui demande à ce qu'on puisse créer les conditions de la réouverture de ces lieux de convivialité. Enfin, il y a des interlocuteurs dans ce pays qui sont là pour poser des questions et qui attendent des réponses depuis de longues semaines.
Marie-Christine Verdier-Jouclas, vous venez d'entendre ce que vient de dire Fabien Roussel, le président de la République, avec ses coups de fil, en quelque sorte, il abîme la politique, ce ne sont pas les bons réseaux, et il apparaît comme le président de quelques-uns. Mais justement, c'est l'inverse. Mais de toute façon, M. Roussel ne trouvera jamais crédit à Emmanuel Macron et jamais crédit à notre groupe majoritaire. Donc, c'est pas grave. Par contre, ce qu'il dit, je suis obligée de réagir. Ben, qui nous trouve la solution, lui? Vraiment, qui nous trouve la solution pour empêcher que les Français, effectivement, s'agglutinent aux Invalides. Si on ferme les parcs et les jardins, c'est pour éviter justement ça. Si après, il y a des Français qui manquent de responsabilité, bon, ben, on va verbaliser tout le monde. C'est toujours facile de critiquer quand on est à côté, de toute façon, et qu'on ne fait aucune proposition. Mais après, répondre aux besoins du peuple. Mais M. Roussel, heureusement qu'on ne vous a pas attendu. Et on a répondu aux besoins du peuple. Je suis désolée. Parce que le plan de relance pour sauver les emplois, le plan de relance pour permettre justement aux entreprises de repartir, ben c'est bien répondre aux besoins du peuple. Et tout ce qu'on a mis en place pour permettre aux entreprises de continuer à pouvoir survivre. Et même si les cafés, hôtels, restaurants n'ouvrent pas le 2 juin, à ce moment-là, il y a un plan tourisme qui a été mis en place où ils seront exonérés, où ils auront un fonds de soutien. Enfin, moi, je veux bien, mais vous ne pouvez pas dire qu'on ne répond pas aux besoins du peuple, parce que quand même, quand on regarde nos voisins européens, on fait partie des pays qui ont fait le plus pour notre tissu économique, et quand on fait le plus pour notre tissu économique, c'est pour les Françaises et les Français, c'est pour leurs emplois. Et puis enfin, l'annonce quand même du Ségur de la santé, c'est rien. C'est quoi? C'est un plan hôpital? C'est un plan EHPAD? C'est quelque chose qu'on avait prévu, qu'on va faire en quelques mois au lieu de le faire en quelques années? C'est bien répondre aux besoins du peuple. Donc moi, je veux bien, de toute façon, qu'on critique toujours et en permanence. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'on a un président de la République qui échange avec qui il a envie d'échanger parce qu'il trouve une utilité par rapport à ce que nous devons construire demain ensemble. Donc, stratégie politique ou pas, en tout cas, il a raison de se considérer comme le président de toutes les citoyennes et de tous les citoyens, et pas encore une fois que ceux qui ont voté pour lui et de sa majorité. Et nous avons 2 ans maintenant pour reconstruire le pays, pour répondre aux besoins du peuple, et en commençant effectivement par la santé, face à cette crise où il n'y avait pas de mode d'emploi, validé, certifié, où personne ne savait comment il fallait faire et comment il fallait agir, mais par contre, où nous avons fait face. Restez avec nous tous les deux, s'il vous plaît, encore quelques instants. La stratégie du président, on le voit, elle provoque le débat. Est-ce qu'elle est efficace ? Alors ça, il faudra attendre les prochaines élections nationales, par exemple, pour le dire et voir si, effectivement, d'une part, il y a l'émergence, contenue ou non, d'une personnalité hors politique qui, elle, commencera à rassembler des voix. Ça, c'est le premier point. Et puis, pour voir si Emmanuel Macron arrive à élargir son assise électorale. Est-ce qu'il arrive véritablement, en passant un coup de fil à Jean-Marie Bigard ou à Éric Zemmour, à parler aux électeurs et aux lecteurs de Valeurs Actuelles, à parler aux fans de Jean-Marie Bigard, ce qu'il n'arrive pas à faire aujourd'hui. En tout cas, tout un électorat populaire, par exemple, qu'il a perdu de vue, à qui il ne parle plus. S'il y arrive, il aura réussi son coup. En revanche, si l'inverse le dit, eh bien non. Cette stratégie, est-ce la conséquence de la période de l'épisode Gilets jaunes ? Non, non, le président de la République a toujours eu ce désir de rencontrer les gens, d'avoir des contacts, etc. Mais ce qui est clair, c'est que l'épisode Gilets jaunes a fixé d'une certaine manière la clientèle, ou bien en tout cas le groupe, les individus les plus mécontents, c'est-à-dire ces Français de classe moyenne inférieure ou les plus pauvres des classes moyennes, et qui sont mécontents et qui sont prêts à descendre dans la rue. Donc c'est à ceux-là qu'il faut parler, et c'est vrai que Jean-Marie Bigard est un peu une personnalité populaire comme Hanouna, qui parle à ces personnes qui n'ont pas tellement des moyens de sortir aller à l'opéra ou au théâtre, et qui regardent la télévision, vont au bistrot et dans les jardins. Donc on voit bien qu'il n'y a pas le même type d'activité culturelle ou pas culturelle pour certaines personnes, et que les Gilets jaunes, qui sont ceux qui ont exprimé avec radicalité leur mécontentement, sont effectivement ceux qui, pour l'instant, compte sur le plan politique, et qui s'adresse Emmanuel Macron lorsqu'il parle à Bigard, lorsqu'il parle à Hanouna, et aussi probablement Éric Zemmour. Une dernière petite question, Marie-Christine Verdier-Jouclas. Comment pensez-vous que le président puisse faire passer un message, par exemple, aux fans de Jean-Marie Bigard ou à ceux qui lisent Éric Zemmour, en parlant à ces personnalités-là ?
Et Éric Zemmour, il l'a appelé suite à son agression. Donc c'est quand même un contexte particulier. Après, Bigard, il l'a appelé parce qu'il a été interpellé par rapport à l'ouverture des cafés-restaurants. Est-ce que le fait que Jean-Marie Bigard ait dévoilé cet appel et s'en soit moussé et fait de la publicité, ça va interpeller les fans de Bigard? Écoutez, je ne sais pas. Sincèrement, je ne vois pas comment je pourrais répondre à cette question parce que j'entends bien tout ce que vous dites, mais personnellement, je ne suis pas du tout convaincue que ce soit vraiment cette stratégie qu'a voulu mettre en place le président de la République quand il a répondu simplement à un appel, une interpellation. D'accord, nous on ne dit rien, on pose simplement des questions. Fabien Roussel, en quelques mots, cette stratégie, si c'est une stratégie du président, voilà, on met des guillemets, voilà. Si c'est une stratégie du président, est-ce qu'elle est utile ou pas selon vous ? Lui proposer d'appeler Vincent Lindon, qui a lui aussi fait une belle tribune, et puis qui a proposé une taxe Jean Valjean sur les plus hauts revenus qui permettrait de rapporter 10 à 15 milliards d'euros. Et d'ailleurs, cette proposition, nous allons la défendre, comme nous le faisons d'ailleurs depuis 2 ans et demi à l'Assemblée nationale, en proposant de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune et qu'il y ait une contribution des plus hauts revenus. Donc, qu'il appelle Vincent Lindon. Je lui proposerai aussi dans cette stratégie d'appeler les signataires de cette tribune, signée par 18 organisations, dont Oxfam, dont la CGT, dont des syndicats représentant les enseignants, les personnels soignants, etc., qui demandent sous la tribune plus jamais ça, de changer ce système économique et de faire en sorte de répondre aux besoins humains et écologiques. Il y a beaucoup d'interlocuteurs dans ce pays dont le président de la République ferait mieux de se préoccuper et de discuter plutôt que ses coups de fil, donc à quelques amis qu'il a. Merci Fabien Roussel, merci aussi à Marie-Christine Verdier-Jouclas et Isabelle Vera Masson d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin.